Les Gilets jaunes, toujours, et la crise sociale qui secoue la France avec une loi qui va être votée normalement ces prochaines heures, la loi anti-casseurs, et puis une campagne électorale qui se profile, c'est celle des européennes, qui risque d'être peut-être un peu brouillée par l'organisation, peut-être, d'un référendum. C'est avec Manuel Bompard que nous sommes ce matin, qui est la co-tête de liste de la liste précisément de la France Insoumise. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Qui est un habitué d'ailleurs, parce que c'est vous qui êtes chargé des campagnes électorales à la France Insoumise. Exactement. Alors, je parlais, vous n'êtes pas député national, vous aspirez à être député européen, mais vous êtes quand même intéressé par cette loi qui est discutée actuellement à l'Assemblée nationale, dite loi anti-casseurs. Il y a une disposition, il y en a peut-être d'autres, mais une disposition qui consiste à autoriser les préfets à empêcher certains Français ou certaines personnes d'aller manifester de façon préventive parce qu'elles sont réputées dangereuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Je pense que c'est une mauvaise loi. Je pense que liberticide ? Oui, liberticide qui démontre, je crois, une dérive autoritaire de ce pouvoir. Il me semble que ce n'est pas une autorité administrative de juger si une personne doit être interdite de manifestation. Il y a aujourd'hui déjà des dispositions législatives qui permettent de neutraliser les casseurs. Monsieur Castaner a dit qu'il les connaissait. Pourquoi il ne les a pas neutralisés avant ? C'est de l'ordre du judiciaire, ça ? Ah je pense, oui, je pense. Et là, on est en train d'introduire petit à petit des dispositions qui sont dans l'état d'urgence, dans le droit commun. Je pense que c'est un problème, parce que vous voyez bien que c'est des critères qui sont pas précisément définis. Comment on va déterminer que quelqu'un a des relations avec des gens qui casseraient dans les manifestations? C'est dangereux. On avait vu, par exemple, au moment des mobilisations sur le climat, que des gens avaient été interdits de manifestation alors que c'était des manifestations pacifiques. Donc je pense que c'est une dérive autoritaire, et je crois qu'il faut la combattre et la dénoncer. Je remarque d'ailleurs que, y compris dans la majorité, un certain nombre de voix s'inquiètent très fortement de cette loi et de son adoption à venir. C'est vrai. Alors hier soir, il y avait un grand débat. Il y a le grand débat national un peu partout en France. Vous y participez ? Non, nous avons dit que pour l'instant ce grand débat ressemblait surtout à une grande mascarade. D'abord parce que la Commission nationale du débat public en a été écartée. Oui, pour des raisons qu'on connaît. Alors Non, mais qu'on connaît, qui ont été... que Madame Joanneau a été empêchée à cause de son salaire. Elle s'est retirée. Pas seulement, vous avez vu peut-être l'enquête de vos confrères de Mediapart à ce sujet qui démontre qu'à chaque étape, Madame Joanneau a essayé de garantir le fait que ça soit cette autorité indépendante, la Commission nationale du débat public qui s'en charge, et le gouvernement à chaque fois a dit non, le rapport final c'est nous qui allons l'écrire tout seul. Et donc, ça c'est pas possible. D'indépendance, c'est ce que vous reprochez ? Débat biaisé avec des questions qui sont posées en influençant déjà les réponses. Quand vous dites est-ce que la solution c'est de baisser les impôts ou de supprimer des services publics, vous oubliez qu'il y a une troisième hypothèse, c'est d'augmenter la contribution des plus riches, des multinationales dans ce pays. Et dernier aspect, qui va trancher à la fin. Parce que pour l'instant, ça ressemble surtout à un grand blabla, parler, mais à la fin, c'est Jupiter qui décide. Alors hier, Jupiter, c'est donc Emmanuel Macron. Exactement. Il était en banlieue hier, à Évry-Courcouronnes. Vous avez suivi ce débat. Pourquoi les banlieues, d'ailleurs, ne sont pas dans le mouvement des Gilets jaunes ? C'est quoi votre explication ? Je pense que c'est des endroits de notre pays qui sont pourtant victimes aussi des problématiques qui sont posées aujourd'hui, de l'absence de services publics, des problèmes de misère, de précarité. J'ai l'impression que c'est des problématiques auxquelles ils sont confrontés depuis maintenant de longues années. Et je crois qu'ils ont eu le sentiment, parce que je pense qu'ils ont eu le sentiment d'être un peu seuls initialement dans la bataille. Et malheureusement, je crois qu'ils sont un peu désespérés. Moi, je me résigne pas à cette situation, et je pense qu'au contraire, il faut faire en sorte qu'ils puissent converger dans cette mobilisation, parce que je crois qu'ils sont les premiers touchés par la politique gouvernementale. On a souvent dit que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement, si vous me passez l'expression, de petits blancs. C'est pas vraiment le cas des banlieues. Non, oui, bien sûr, mais je pense que c'est plutôt un mouvement qui se caractérise par né dans les territoires et dans les zones rurales, notamment parce que c'est né autour de la question du déplacement par la voiture. Et des mobilités. Et je pense que c'est les premiers territoires, les territoires ruraux qui sont les plus frappés par ça. Maintenant, ça s'est élargi sur des questions de justice sociale, de justice fiscale, de démocratie, et je pense que les quartiers populaires y ont leur place. Vous regrettez que le président de la République ait écarté le plan Borloo qui avait été présenté il y a quelques mois. En tout cas, Jean-Louis Borloo avait fait un effort d'entendre les associations, d'essayer de proposer des initiatives. Je remarque que le président de la République l'a écarté et que maintenant il retourne dans les quartiers populaires pour entendre les associations. Je trouve ça un petit peu paradoxal. Hier, j'ai surtout remarqué que c'était un grand blabla. Il a parlé. Par ailleurs, il faudra poser à un moment la question de savoir si ces temps de parole-là vont être décomptés dans le cadre des élections à venir. Parce que pour l'instant, on a l'impression d'assister à des grands meetings, sauf que la différence avec une campagne électorale, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de vote, en tout cas pour l'instant.
On verra ce qui adviendra plus tard. Donc je pense que ça pose un problème d'équité, de respect démocratique, et je crois que le CSA devrait s'en saisir. Vous allez saisir le CSA sur Par sujet. exemple, un de nos collègues parlementaires, Michel Larive, député de la France Insoumise, a d'ores et déjà transmis une lettre au CSA à ce sujet. D'accord. Alors, vous disiez comment on en sort, précisément. Comment on en sort? Est-ce que vous seriez favorable à une dissolution? Je pense que dans une démocratie, quand il y a une situation de blocage, un conflit de légitimité entre le pouvoir et ce qui s'exprime par le peuple dans la rue, dans les mobilisations, c'est le vote qui doit trancher. Sinon, quelle autre solution? Le vote Le vote, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le retour aux urnes. C'est la seule solution pour vous? Je pense que c'est la seule solution. Alors, on parle beaucoup d'un référendum, peut-être d'ailleurs à question multiple. Vous seriez favorable à un référendum? Moi, j'ai toujours pensé que consulter les citoyens, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, le problème de ce référendum, c'est qui va décider des questions, de quoi on va parler. Parce que s'il s'agit juste de remettre par référendum ce qui avait prévu de mettre dans la réforme parlementaire constitutionnelle, qui a été mis de côté après l'affaire Benalla, franchement, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc, il faut des questions à caractère social, économique. Il faut des questions qui correspondent aux revendications qui émergent. Le retour ou pas de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable. L'augmentation des salaires et des minima sociaux. Bien sûr, j'y suis favorable aussi. La réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Qu'on pose ces questions-là. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas social, c'est démocratique, mais c'est la revendication majeure des Gilets jaunes. S'il s'agit juste de voter sur l'introduction d'une petite dose de proportionnel et la suppression du nombre de parlementaires, je pense que c'est pas ça qui va éteindre le feu. Non, je crois pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'à la fin, si on doit décider des questions, le plus simple c'est de faire une campagne électorale, projet contre projet, et un vote, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors ce référendum, on dit, mais c'est pas sûr, rien n'est sûr, qu'il pourrait avoir lieu le 26 mai, précisément la date des élections européennes. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Moi, c'est pas à moi de déterminer les concerné, puisque vous êtes quand même en campagne. Oui, mais de toute façon, je pense que l'élection européenne aura déjà une dimension de référendum. Nous avons dit que c'est un référendum anti-Macron. C'est la possibilité. Macron, on sait pas. Ça, c'est les gens qui décideront, mais c'est la possibilité pour les Françaises, les Français de s'exprimer 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ça risque pas de polluer l'enjeu européen, justement? Non, mais l'enjeu européen, il n'est pas déconnecté des questions qui sont posées aujourd'hui nationalement. Je prends 3 exemples rapides. Premier exemple, les gens demandent de la justice fiscale. Mais les traités européens interdisent l'harmonisation fiscale en Europe et favorisent le dumping fiscal. Donc il faut dénoncer ces traités. Bien sûr, il faut sortir de ces traités. On a besoin, au contraire, d'aller vers l'harmonisation fiscale. On ne sort pas pour autant de l'Europe. Non, mais si on peut faire en sorte de sortir des traités tout en restant dans le cadre de l'Union européenne, c'est bien, c'est ce qu'on appelle le plan A. Mais si on n'arrive pas et on n'est pas en capacité d'imposer par le rapport de force la rupture avec ces traités, alors il faudra créer d'autres coopérations avec d'autres pays. Donc, deuxième thème? C'est le plan B. Deuxième thème, la justice sociale. Et ça, par exemple, il y a un aspect qui est la directive des travailleurs détachés. Il faut s'y opposer, parce que sinon vous avez des situations de dumping social. Vous êtes contre les travailleurs détachés? On est contre la directive des travailleurs détachés, bien sûr. On est contre le fait que les gens puissent venir travailler sur le territoire national avec le droit social. Mais non, mais sinon vous faites ça, vous alignez les droits sociaux par le bas, les rémunérations par le bas. Donc il faut arrêter avec ça. Et tout le monde en paye le prix, les salariés français comme les salariés détachés. Troisième sujet, la question de la démocratie. L'Europe, on parle d'une Europe qui en 2005 a été rejetée majoritairement par le peuple français, par référendum et qui est revenu par la voie parlementaire. Vous voyez, ces 3 questions qui sont au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est aussi au cœur de la campagne des élections européennes. Alors, campagne, précisément, vous arrivez à vous faire entendre dans cette campagne alors que la France semble avoir justement l'esprit aux Gilets jaunes? Non, mais je pense qu'effectivement, la campagne des élections européennes, elle n'a pas vraiment commencé. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que ce soit un problème. Je pense qu'on est la France insoumise au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. On en soutient les revendications. Vous avez lancé quand même, vous, une opération avec un hologramme, puisque c'est la spécialité de la France insoumise. Et donc, vous avez 4 camions qui tournent en France avec des hologrammes. Alors ça s'appelle des holovannes, c'est 4 holovannes, c'était l'opération 471. À la campagne présidentielle, on avait fait d'abord un hologramme, puis 6 la dernière semaine. Là, cette fois, on va faire 471 points de rencontre. Dites-moi, il y aura des hologrammes. Ça coûte cher tout ça? Ça ne coûte pas tant d'argent que ça, en réalité. Ça va coûter entre 5 et 10% du budget de la campagne. C'est combien votre budget? Le budget de la campagne, c'est à peu près 4 millions d'euros. Et vous avez des problèmes de financement? Alors des problèmes non, mais on a fait des demandes d'emprunt auprès d'une banque et pour l'instant on attend on n'a pas le retour. C'est quelle banque? C'est le Crédit Coopératif.
D'accord, c'est une banque française. Bien sûr. Vous êtes bien obligé sûr. de recourir à une banque française. Ah, mais on a toujours souhaité, nous, recourir à une Le banque française. Rassemblement national dit qu'ils ont des problèmes à trouver des financements. C'est pas votre cas, donc. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas encore la réponse. Par contre, il est clair qu'il y a une question aujourd'hui, et qui est une question incontournable pour le respect de la démocratie. C'est comment les organisations politiques peuvent financer leur campagne électorale, et c'est de plus en plus complexe. Et ça, c'est un problème. Justement, précisément, quand Emmanuel Macron est arrivé, il y avait François Bayrou à ses côtés, qui était ministre et qui avait prévu dans une loi... Oui, la loi de la moralisation de la vie politique. Exactement, une espèce de banque publique qui serait là justement pour permettre à tous les partis de pouvoir participer. Vous regrettez que cette banque n'ait pas été créée? Bah oui, bien sûr, parce que je pense que c'est indispensable à la démocratie que chacun puisse exprimer ses idées dans une pour campagne. la création d'une banque Je pense que c'est à l'État, effectivement, dans ce cas-là, d'assurer, de garantir l'égalité de traitement dans une campagne électorale. À la place, a été mis en place une sorte de médiateur du crédit, mais il faut avoir 2 refus, et puis c'est des démarches qui sont très longues. En gros, aujourd'hui, si vous le saisissez, vous pensez que vous aurez une réponse au mois de juin, ce qui sera un peu tard pour faire la campagne électorale. Vous n'avez pas essuyé de refus, vous, encore? Pour l'instant, non. D'accord. On attend les réponses de la banque. Vous n'avez pas peur que vos positions sur certains sujets fassent un peu tordre le nez à certaines banques? Je pense notamment au Venezuela. Je ne sais pas, on parlera du Venezuela si vous voulez, mais je pense que ce serait un problème. En démocratie, je crois qu'on a le droit d'exprimer ses positions, et il faut qu'il y ait une égalité de traitement. C'est pas normal, comme dans le cadre de la campagne présidentielle, que M. Macron reçoive des financements de partout et que les autres organisations aient plus de mal à pouvoir financer leurs initiatives. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, peut-être parce qu'il est meilleur. L'avocat du diable. Il est meilleur? Non, parce que je pense qu'il défend dans son programme davantage sans doute les intérêts des grandes banques de ce pays. Mais la démocratie, c'est pas aux banques de déterminer qui sont les bonnes idées et quelles sont les mauvaises idées, c'est au peuple français, c'est à lui de se prononcer. Alors, Manuel Bompard, est-ce que vous êtes sur la même ligne que Manon Aubry sur le Venezuela? Je pense que oui. Elle n'est pas tout à fait sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas, je pense qu'elle est sur la même ligne que celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de regretter qu'il y a une situation aujourd'hui qui est manifestement une situation de tension, et de proposer le fait que la France soit plutôt un acteur qui permette d'aller vers la sortie de cette situation de crise. C'est le cas, non? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, ce que fait le président Emmanuel Macron, c'est qu'il inscrit sa diplomatie dans la ligne droite de celle de Donald Trump ou de Bolsonaro au Brésil. Il soutient aujourd'hui il avalise un coup d'État. Qui est le président de l'Assemblée vénézuélienne. Autoproclamé. Non, pas le président. Pas le président, qui est le président du Parlement, mais qui s'autoproclame président du Venezuela. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Si en France, aujourd'hui, dans cette situation de tension, un gilet jaune disait « je suis président de la République » et que M. Trump... Il y a des morts là-bas quand même. Oui, d'accord, monsieur, mais je ne suis pas en train de comparer les deux situations. Mais ce n'est pas une puissance extérieure, étrangère, de déterminer à la place du peuple vénézuélien qui doit être le nouveau dirigeant. Il y a eu des élections présidentielles l'année dernière. Il y a dans la constitution vénézuélienne quelque chose qui n'a pas en France qui s'appelle le référendum révocatoire. C'est-à-dire vous faites des signatures, vous avez le droit d'organiser une nouvelle élection. C'est ce qui s'est produit l'année dernière. C'est ce que vous demandez en France. C'est ce que nous demandons d'ailleurs en France, et que le peuple vénézuélien, s'il n'est pas d'accord avec la politique de Maduro, fasse la même chose. Il faut régler le problème dans le cadre de la légalité démocratique et pas par l'intervention extérieure. Quel est le score que vous voulez faire à ces européennes? C'est quoi votre objectif? Moi, mon objectif... Pour le moment, les intentions de vote ne sont pas terribles dans les sondages. Je pense que je réponds d'abord à votre première question, après on reviendra sur les sondages. Je pense qu'à partir du moment, et nous pensons que cette élection est un référendum anti-Macron, mon objectif est de battre la liste de la République en marche. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner ce référendum anti-Macron. Vous êtes derrière, si on regarde les sondages. C'est pour ça qu'il y a une campagne électorale. Maintenant, les enquêtes d'opinion, d'abord, elles ne sont pas stabilisées. Ensuite, ce que j'observe, c'est qu'elles indiquent que les électeurs et les électrices de la France insoumise sont celles qui se mobiliseraient le moins à cette élection. Donc, on sait le travail qu'on a à mener. Je profite de ce micro pour dire à celles et ceux qui sont sensibles à nos idées qu'il faut aller voter aux élections européennes. C'est des élections importantes. D'accord. Comment expliquez-vous que le Rassemblement national semble davantage en phase avec les Gilets jaunes que vous? Non, je ne crois pas qu'ils sont davantage en phase avec les Gilets jaunes. Quand on regarde les revendications majeures qui s'expriment, le Front National ne les soutient pas. Quand on parle d'augmentation du SMIC, par exemple, ou le Rassemblement National, quand on parle d'augmentation du SMIC, le Front National, le Rassemblement National s'y est toujours opposé. Les Gilets jaunes demandent la 6e République et le référendum d'initiative citoyenne. Le Rassemblement National est favorable à la 5e République. Et les Gilets jaunes demandent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. À l'époque, j'ai peu entendu les protestations du Rassemblement national à ce sujet. Maintenant, le Rassemblement national, il ne faut pas perdre de vue qu'aux dernières élections européennes, il avait fait 25% des voix. Oui. Donc là, ils disent on arrive, mais c'est la plus grande délégation au Parlement européen. On voit que le bilan, c'est 0, rien. Donc maintenant, il y a une campagne électorale, on va la mener, et notre objectif, c'est de faire le score qui va nous permettre de gagner ce référendum anti-Macron. Voilà, c'est Manuel Bompard qui est encore avec nous, puisqu'il va répondre maintenant aux questions des internautes avec Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans les studios.
Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Bompard. Bonjour. Alors première question d'Astrid qui vous connaît bien, en tout cas qui a suivi votre parcours. Elle dit vous avez travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut selon vous que la France investisse davantage dans ce domaine ? Je pense que la France doit investir davantage dans la recherche et dans l'innovation. Et ce que je regrette, c'est que la politique d'Emmanuel Macron, mais comme celle de ses prédécesseurs, est en permanence une politique court-termiste qui s'appuie uniquement sur de savoir combien de dépenses publiques on va renier, combien de crans dans la ceinture on doit serrer. Alors que je pense qu'on devrait investir vers l'avenir. C'est une affaire publique aussi, l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle, mais de manière plus générale, la recherche et l'innovation manquent aujourd'hui d'investissements publics majeurs. Si on veut faire les 100% d'énergie renouvelable qu'on veut mettre dans notre programme à l'horizon 2050, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de chercheurs, on a besoin de techniciens, d'ouvriers qui préparent les nouveaux process de production énergétique, par exemple. Donc on manque d'investissement dans la recherche et dans l'innovation aujourd'hui. En tout cas, nous, on souhaite et on souhaiterait un plan d'investissement justement, massif. Il y a énormément de chercheurs, d'ultra diplômés qui sortent des grandes écoles, qui partent à l'étranger pour des raisons fiscales notamment. Non, moi je ne crois pas que ce soit pour des raisons fiscales. Je pense que c'est parce qu'ils ont le sentiment que leur matière grise, entre guillemets, n'est pas suffisamment utilisée dans notre pays et qu'on n'ait pas assez de projets d'investissement à long terme. Voilà, et je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. L'ancien otage français de l'État islamique Nicolas Hénin a porté plainte pour harcèlement sur Twitter et Jim en rebond se demandait ce que vous pensiez, en tout cas comment vous pensiez lutter contre la violence sur les réseaux sociaux et si vous étiez plutôt favorable à l'anonymat sur les réseaux. Moi, je pense qu'il faut garantir l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est à mon avis indispensable. Ceci étant dit, il y a aujourd'hui, notamment sur Twitter, des comportements, des insultes qui sont insupportables et donc il faut les traiter dans le cadre de la loi. C'est pas impossible si vous saisissez aujourd'hui par exemple les fournisseurs d'accès ou les plateformes elles-mêmes qu'elles dévoilent l'identité d'une personne qui se serait livrée à des insultes ou à des propos qui sont des propos insupportables et inacceptables. Vous êtes inquiet des réflexions qui sont conduites là au gouvernement ou à l'Élysée là-dessus ? Oui, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème parce que garantir la liberté d'expression sur Internet, c'est aujourd'hui sans doute Internet le seul réseau où on peut s'exprimer. Et je pense que c'est nécessaire de conserver ça, tout en luttant bien sûr contre les abus et les malveillances. Après plusieurs mois de négociations, Apple va verser près d'un demi-milliard d'euros au fisc français, c'est tombé ce matin. Nicolas, lui, se demande, il nous dit même, il faudra longtemps avant que ces énormes entreprises songent à investir dans ce pays. La France est un pays fiscalo-maniaque. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose qui est arrivée ce matin ? Non, mais c'est bien que les entreprises qui font de grands bénéfices en France payent leurs impôts en France. Malheureusement, c'est totalement insuffisant. Les rapports estiment la fraude et l'évasion fiscale entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent public. Donc je pense qu'il faut aller la chercher et faire l'inverse de ce qu'a fait le pouvoir aujourd'hui, qui par exemple réduit les personnels à l'administration et au ministère des Finances. Mais si vous voulez aller chercher cet argent, vous avez besoin de personnel pour le faire. Cela dit, il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui font la plupart de leurs profits, la plupart de leur activité à l'étranger aussi. C'est normal qu'elles soient taxées à l'étranger. Mais bien sûr, mais il y en a aussi qui font des larges bénéfices en France et qui ne payent pas leurs impôts. Et il y en a même qui ont des méthodes que vous connaissez bien, qui est de transférer une part du bénéfice dans un paradis fiscal en louant la franchise ou la marque, de telle sorte à faire sortir les profits sans payer l'impôt qui devrait y correspondre. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Quand on profite des infrastructures françaises, du système de santé français, les salariés en France sont en bonne santé parce qu'ils profitent de tout ça, c'est normal qu'on contribue à la solidarité, à l'effort national. Darmanin envisage d'encadrer certaines niches fiscales et Locaux nous dit qu'il faut attribuer les aides en fonction des ressources. Est-ce que vous seriez favorable ou est-ce que vous êtes contre cette idée ? Non, je pense que de manière générale, on a besoin de remettre à plat le système fiscal français. D'ailleurs, je pense que la mobilisation des Gilets jaunes pose cette question. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un impôt... Vous êtes pour un big bang fiscal ? Alors, moi, je suis pour une révolution fiscale, clairement, qui permette que chacun contribue enfin à la hauteur de ses moyens. Toutes les études montrent qu'aujourd'hui, la courbe de l'imposition en fonction des revenus, finalement, est une cloche, parce que quand vous avez davantage de revenus, vous profitez d'exonérations, de niches fiscales, etc. C'est insupportable. Donc, nous, on avait proposé un grand système fiscal. Il faut supprimer les niches fiscales. Je pense, mais il faut... Mais certaines sont utiles à l'économie. Sans doute, mais il faut... Alors, examinons en détail. Je ne veux pas parler ici au nom des centaines de niches fiscales, mais il faut remettre de la progressivité et de la simplicité dans l'impôt. Moi, je suis pour 14 tranches d'impôt. Tout le monde paye de l'impôt à la hauteur de ses moyens, de telle sorte que l'impôt soit effectivement progressif. Et tout le monde paye l'impôt, c'est-à-dire que même bien les sûr, revenus modestes devraient contribuer. Bien sûr, de manière symbolique, parce que je pense que c'est une manière de montrer qu'on participe ainsi à la solidarité nationale. Mais bien sûr qu'il faut compenser ça par des baisses de TVA, en particulier sur les produits de première nécessité. Alors il en est question, c'est dans le débat, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Ça, c'est quelque chose auquel je suis favorable, bien sûr, mais il faudra le compenser. Et donc il faut le compenser par une augmentation d'une contribution des plus riches et des plus grandes fortunes de ce pays. Le commentaire, c'est son pseudo sur le Figaro.fr, nous dit « La France insoumise soutient Drouet qui prône le soulèvement et l'insurrection, est-ce bien démocratique ?» Drouet, c'est un gilet jaune. Oui, bien sûr. Éric Drouet. Écoutez, Éric Drouet parle de soulèvement populaire.
Je le comprends en tout cas de mon point de vue, dans le cadre de la légalité, de la légitimité démocratique. Moi, je veux être très clair sur ce sujet. La France insoumise, nous sommes favorables à ce que nous appelons la révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution par les urnes et par les bulletins de vote. Nous soutenons les dispositifs, les mobilisations, les initiatives qui sont en cours, mais nous vous demandons à ce qu'elles se règlent dans le cadre de la légitimité démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure que nous étions favorables à la dissolution. C'est la manière démocratique de régler le problème. Vous allez prendre les gilets jaunes sur votre liste? Elle n'est pas complètement constituée, votre Elle est liste. constituée, notre liste. Elle est Vous complète. avez les 79 noms? On a les 79 candidates et candidats. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes? Il y a beaucoup de gilets jaunes, de gens qui sont mobilisés. Mais après, ça dépend ce que vous appelez gilets jaunes. Mais non, mais de gens qui ont... Des gens qui sont dans la mobilisation. pas avant, quoi, avant que ça s'est... Ah non, c'est des gens qui étaient membres de la France Insoumise, mais qui sont par ailleurs dans la mobilisation des gilets jaunes. Et qui est préalablement chez vous aussi. Bien sûr, bien sûr. Et après, nous avons une liste, nous avons pris beaucoup de soin à faire en sorte que ce soit une liste qui soit très représentative de la diversité sociale du pays. C'est une liste dans laquelle vous avez plus de 30% d'employés, d'ouvriers, dans laquelle vous avez un chauffeur poids lourd, une aide-soignante, un conducteur de train. Nous sommes très fiers de ça parce que nous pensons qu'il faut en finir aussi avec ces représentations politiques qui ne sont pas à l'image de la société. Et notre tête des listes est une personne qui, elle, n'est pas issue de nos rangs, Manon Aubry, que vous avez reçue, qui est une spécialiste de la fraude et de l'évasion fiscale. On en parlait tout à l'heure. C'était Manuel Bompard qui était dans les studios du Figaro ce matin. Merci de vos réponses. Merci à vous, merci. Merci à vous, chers internautes, d'avoir posé vos questions via Jérémy Pontieux. Et puis à demain, si vous le voulez bien.